Situation dramatique à Gawa. Depuis 2 jours, la ville est sous vive tension. Des populations révoltées rendent justice pour la mort d'un des leurs. Résultat, la ville compte d'autres morts et des blessés. Bras de fer entre employeurs et employés de la société minière Somita à Taparko. Des travailleurs protestent contre des licenciements jugés abusifs. Ils en appellent à plus de justice. Et puis, il y a de belles perspectives pour la mise en œuvre des centres de production télévisuelle RTV2 dans le sud-ouest et les Cascades. Autour de la question, le ministre en charge de la communication a rencontré les autorités régionales impliquées par le sujet. Les capacités actuelles des 2 régions sont encourageantes. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est le cas de le dire, la situation est dramatique à Gawa. Depuis 2 jours, la ville est prise en otage par des ressortissants de Tonkar. C'est au secteur 7 de la commune. La cause, un de leurs enfants a été retrouvé sans vie. Depuis, ces populations crient vengeance. Résultat, on compte dans la cité d'autres pertes en vie humaine, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Draman Dadian. Gawa, ville morte depuis le 14 août dernier, un mort en plein cœur de la ville. La victime aurait été fusillée avant d'être égorgée, ce qui porte à au moins 3 le nombre de personnes tuées selon les sources. Tout serait parti de la mort suspecte de Francis Borgamanakambu, un enfant de 12 ans ressortissant de Tonkar, secteur 7 de la commune de Gawa. En réaction, les ressortissants de Tonkar ont assiégé la ville, plongeant la cité de Bafouji dans la panique. Au secteur 2 de Gawa, la mosquée sunnite et le domicile de l'imam El Hadj Loufoutem Touré ont été saccagés. Les habitations voisines ont également subi la furie des manifestants. Sa femme et son frère blessés ont été admis au CHR de Gawa pour des soins. Au gouvernorat du Sud-Ouest, l'heure est aux concertations pour trouver une solution à la crise. Après une réunion d'urgence avec les forces vives de la région, le gouverneur et sa délégation prennent la route pour Tonkar. Mais la voie d'accès n'est pas comme à l'accoutumée, au moins une dizaine de barricades à franchir. Le gouverneur Adja Kadiga Zampali Gressanogo est venu au nom du gouvernement présenter les condoléances à la famille et aux ressortissants de Tonkar éplorés. Ces derniers lui ont remis un mémorandum dans lequel il réclame que le ou les auteurs du crime soient retrouvés et punis conformément à la loi. Je vous demande de prendre patience. Faites foi en Dieu. Et s'il vous plaît, ayez confiance en la justice de notre pays. Déjà, ils promettent de lever les barrières et de déposer les armes. Le dialogue semble installé et une rencontre est prévue entre le gouverneur et des représentants de Tonkar le vendredi 17 août prochain. En attendant, la tension est encore perceptible dans les rues de Gawa. À l'heure actuelle, c'est un calme précaire qui règne à Gawa, car après les multiples rencontres des négociations pour apaiser les tensions, d'autres ethnies se sont invitées dans la danse et ont même marché sur le gouvernorat ce matin. La situation du moment nous est décrite par Madame le gouverneur, jointe au téléphone par le directeur de la télévision, Pascal Yembouani Tombiano. Le syndicat national des travailleurs de la géologie, des mines et des hydrocarbures tire la sonnette d'alarme sur les problèmes vécus par les travailleurs de la société minière de Taparko, Somita. Une série de licenciements concernant une vingtaine de personnes accusées d'incitation à la désobéissance et de contribution manifeste à la réduction de la production minière a été opérée. 3 délégués du personnel auraient quant à eux écopé d'une mise à pied provisoire. 27 personnes qui sont concernées et dans ces licenciements, il y a des camarades qui ne sont même pas, qui n'étaient même pas sur le site.
qui étaient des malades couchés sur le lit de l'hôpital et qui sont concernés par ces mesures. Les actions de médiation engagées par le gouverneur de la région du Centre-Nord et le directeur régional du travail n'auraient pas porté les fruits escomptés. Mais pendant qu'on était en train de discuter, pendant que les travailleurs ont accepté la médiation du gouvernorat, nous avons appris que les licenciements en tout cas avaient déjà commencé. Les discussions seraient toujours en cours pour trouver des solutions à cette crise, mais pour les organisateurs de la conférence, d'autres procédures pourraient être envisagées au cas où les démarches administratives ne seraient pas satisfaisantes. Voilà, c'est un peu plus tard donc que nous allons entendre Madame le gouverneur sur la situation qui prévaut actuellement à Gawa. Vous l'aurez corrigé, vous venez de suivre le bras de fer qu'il y a entre les employeurs et les employés de la mine d'or de Taparko. C'était donc un reportage de Abdelaziz Yagibou. Et puis la suite du journal pour une justice à même de répondre aux attentes du justiciable. Le département en charge du volet convie à la réflexion. Il s'agit de proposer une nouvelle politique qui devrait courir jusqu'à la période 2022. Autour de la table des propositions, on retrouve les acteurs clés indispensables pour mener à bien le projet. La synthèse des travaux avec Éléonore Yerbanga. 2 jours pour analyser et valider la politique nationale des droits humains et de la promotion civique 2012-2022. Un travail que le ministère en charge des droits humains devra exécuter avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, les départements ministériels, les institutions d'État, les autorités coutumières et religieuses et les organisations de la société civile. La politique nationale, objet de cette rencontre, devrait être un guide pour une bonne gouvernance. Nous avons 3 programmes. Un premier programme sur les droits humains, un second programme sur la promotion civique et un troisième programme sur le pilotage et soutien. Et chaque programme est articulé d'actions et ensuite le plan d'action définit un certain nombre d'activités par action. La politique nationale des droits humains et de la promotion civique élaborée à l'interne comprend plusieurs plans d'action dont le premier de 2013 à 2015 devra être validé au cours de cet atelier. Le premier plan d'action 2013-2015 va consacrer l'introduction des droits humains et du civisme dans notre système scolaire, aussi bien au niveau de l'enseignement de base qu'au niveau post-primaire. Nous allons également œuvrer à ce que les différentes pans de la société puissent être touchés par un certain nombre de programmes d'activités liés à des conférences. Deux jours pour analyser et valider la politique nationale des droits humains et de la promotion civique 2012-2022. Un travail que le ministère en charge des droits humains devra exécuter avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, les départements ministériels, les institutions d'État, les autorités coutumières et religieuses et les organisations de la société civile. La politique nationale, objet de cette rencontre, devrait être un guide pour une bonne gouvernance. Nous avons 3 programmes. Un premier programme sur les droits humains, un second programme sur la promotion civique et un troisième programme sur le pilotage et soutien. Et chaque programme est articulé d'actions et ensuite le plan d'action définit un certain nombre d'activités par action. La politique nationale des droits humains et de la promotion civique élaborée à l'interne comprend plusieurs plans d'action dont le premier de 2013 à 2015 devra être validé au cours de cet atelier. Le premier plan d'action 2013-2015 va consacrer l'introduction des droits humains et du civisme dans notre système scolaire, aussi bien au niveau de l'enseignement de base qu'au niveau post-primaire. Nous allons également œuvrer à ce que les différentes pans de la société puissent être touchés par un certain nombre de programmes d'activités
liées à des conférences, liées à des sensibilisations, liées à des formations. Cette rencontre offre l'opportunité aux participants d'échanger sur la politique et son plan d'action avant sa soumission au Conseil des ministres. Voilà, et comme annoncé, on revient donc sur la situation à Gawa. Je vous le disais tantôt, c'est un calme précaire qui règne sur la ville, car après les multiples rencontres de négociations pour apaiser les tensions, d'autres ethnies se sont livrées, se sont invitées dans la danse et ont même marché sur le gouvernorat ce matin. La situation du moment... Voilà, cette fois-ci sera la bonne. Nous allons tenter d'écouter Madame le gouverneur de la région concernée par le drame que nous avons décrit tout à l'heure, concernant donc la situation qui prévaut à Gawa sur la situation actuelle. Je vous le disais tantôt, c'est une situation qui est un peu à l'accalmie, un calme un peu précaire. On écoute le gouverneur de la région. Réussi à tout calmer. Les Moussi, ceux de Tonkar, tout le monde. Hier, à pareil moment, tout était redevenu calme. La situation se normalisait. Alors donc, ce matin, je suis venue au bureau, je prenais d'autres dispositions pour l'évacuation des peuls. Je pensais, j'avais au programme aller voir la famille Moussi pour présenter mes condoléances. J'étais en train de prendre toutes les dispositions quand il m'est revenu que les jeunes Moussi sont en train de marcher sur le gouvernorat. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème, je les reçois. J'ai téléphoné immédiatement à des personnes ressources, je les ai dépêchés auprès, je leur ai dit de partir, d'aller rencontrer le responsable des chefs Moussi, vivant à Gawa, pour leur dire de calmer les jeunes et de m'envoyer une délégation. Mais avant que je n'ai la réponse, les jeunes étaient au gouvernorat. Ils étaient peut-être 200. Ils étaient peut-être 300, sinon plus. Le gouvernorat était noir de monde. Alors, on est venu m'informer. Je dis, il n'y a aucun problème. J'entendais les cris, on veut voir le gouverneur. On en a assez, on nous égorge. Nous sommes victimes de trop d'exactions. Le gouverneur laisse faire, on en a assez. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. C'est le gouverneur qu'ils veulent, le gouverneur sort. Ma sécurité a voulu m'empêcher, j'ai insisté. Et ils voulaient fermer les portes. Je dis, si vous fermez les portes, tel que je vois la foule surexcitée, vous fermez les portes, ils vont défoncer les portes, ils vont mettre le feu. Laissez-moi sortir. J'ai insisté, je suis sortie. Mais je n'ai même pas pu mettre le pied dehors. Je suis sortie de mon bureau et juste j'ai été accueillie par des injures, par des insultes, par des grossièretés. J'ai été accueillie par une foule en colère. Ceux qui étaient devant, on en a assez. Et honnêtement, certains ont voulu me mettre la main dessus. J'ai pu éviter. Il y a un qui a laminé les vitres, qui a brisé les vitres de mon bureau, cassé les vitres du secrétariat général, blessé une des secrétaires. Heureusement, c'est pas grave. Alors, j'ai tout fait pour sortir, la sécurité a refusé. Entre-temps, les forces de l'ordre sont arrivées parce que je les avais déployées à d'autres niveaux. Ils sont revenus, les ont fait partir à coups de...
Voilà, comme vous avez pu le constater, c'est une édition assez laborieuse, mais restez avec nous, nous allons la conduire à bon port. Vous venez donc d'écouter Madame le gouverneur de la région du Sud-Ouest sur la situation de Gawa. Vivement donc que la raison l'emporte sur la colère. Et puis, nous allons tenter de poursuivre ce journal avec la saison des pluies qui est installée, son potentiel de risque aussi. En dehors des inondations, les cas de noyades se comptent de plus en plus. 2 personnes viennent de perdre la vie dans une fosse perdue au secteur 17 de Ouagadougou. Le drame est intervenu dans la nuit du 15 au 16 août dernier. C'est une perte qui aurait pu être évitée pour peu que la prudence ait été au rendez-vous. Aboubakar Sagnon. C'est dans cette fosse, située dans l'arrondissement de Boulmigou, qu'est survenu le drame. Un homme d'environ 35 ans et un jeune garçon y ont trouvé la mort par noyade dans la nuit du 15 au 16 août. Selon les témoignages recueillis sur place, l'homme en question aurait tenté de sauver l'enfant qui s'est noyé sans succès. Appelés ce matin aux environs de 8 heures, les sapeurs-pompiers ont pu repêcher les 2 corps après de longues heures de fouilles. Vous voyez le bassin, c'est assez profond et c'est de l'eau trouble, donc on ne peut pas voir le fond. Et aussi c'est un dépotoir en même temps. Donc c'est difficile pour nos plongeurs de pouvoir rester longtemps dans cette eau. Le maire Simon Compaoré appelle au civisme de la population. Les gens ont dû creuser pour enlever la terre, pour construire. Et il y a des trous comme ça et ça fait des jours dans notre ville. Alors nous n'avons pas les capacités de boucher tous ces trous. Nous comptons sur l'accompagnement de la population pour que ces gens de trous qui sont extrêmement dangereux pour les uns et les autres, les enfants mais aussi les grandes personnes, que ces trous-là diminuent dans notre ville. La semaine dernière, 3 femmes ont perdu la vie à Boutenga dans l'arrondissement de Bogodogo, emportées par les eaux. Les sapeurs-pompiers appellent donc à la vigilance et à la prudence afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent. Et puis de connaissances à jour en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, justement. C'est le défi pour les directeurs provinciaux de l'action sociale. En 2 jours, ils doivent renforcer leurs capacités dans les domaines cités pour mieux faire face à la demande de plus en plus croissante en la matière. Dans cet exercice, le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation assure la dictée. Estelle Judith Assogba. Inondations, épidémies et autres risques sont légion en cette période pluvieuse et le CONASU, Comité national de secours d'urgence et de réhabilitation, veut minimiser les risques liés à la prévention et à la gestion de ces catastrophes. D'où cette rencontre d'information, de sensibilisation, d'éducation et de formation. L'intérêt de cette formation, c'est pour pouvoir outiller les directeurs provinciaux sur la gestion des catastrophes et les crises humanitaires. Comme nous sommes en saison pluvieuse, il se peut qu'il y ait des catastrophes allant dans ce sens-là. Donc nous tenons quand même à outiller les DP sur cette situation pour que la réponse qui va être donnée là soit assez efficace sur le terrain. À Ouagadougou, ces directeurs provinciaux de l'action sociale et de la solidarité nationale ont 2 jours pour s'approprier les outils de collecte de données en cas de catastrophe. Il s'agirait également pour eux d'échanger sur la conduite à tenir en pareilles circonstances. Les attentes, c'est que les catastrophes soient justement mieux gérées sur le terrain, parce que c'est nos démembrements et c'est eux justement qui nous font remonter les informations au niveau central pour que nous puissions prendre action. Bientôt, leur plaidoyer pourrait servir la cause de la santé maternelle et infantile au Faso. Pour l'instant, les chefs coutumiers sont à l'école des fondamentaux de ce volet de la santé. À terme, ils visent à plaider pour l'intégration du volet santé de la mère et de l'enfant dans les programmes. Le reportage est signé de Claudine Bikaba. Renforcer les plaidoyers pour l'intégration de la santé maternelle, néonatale et infantile dans les programmes de santé, c'est l'objet d'une rencontre des chefs traditionnels et coutumiers. Une formation à leur endroit en vue de les outiller pour qu'ils comprennent mieux les thématiques de certaines maladies jugées plus meurtrières. Nous espérons à la fin de cette formation que nos collègues chefs vont s'imprégner d'abord de cette thématique, l'assimiler et pouvoir à la fin, nous allons organiser un autre atelier de rédaction d'un outil de plaidoyer. Les formateurs veulent faire également
un rappel des acquis sur les sujets de santé qui ont déjà fait l'objet de formation. Il sera question de rappeler l'importance de la lutte que nous avons menée depuis 2002, les acquis que nous avons eus et les insuffisances de cette lutte. Les rappeler aussi les différents programmes qui existent au niveau de notre pays, du Burkina Faso, et aussi des programmes que nous avons au sein de la chefferie coutumière et traditionnelle. Durant 3 jours, les leaders religieux et coutumiers vont réfléchir sur les sujets d'actualité en matière de santé au Burkina Faso. Et puis pour l'accès de tous, surtout des plus démunis à la ressource eau, l'une des solutions c'est d'optimiser l'utilisation, une ambition qui réunit des apprenants sur initiative de la représentation USAID Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau potable. Salinana. Les usages multiples des services de l'eau en abrégé-muse est une approche pour l'approvisionnement des services d'eau orientés vers les foyers pauvres. Et c'est pour familiariser les partenaires de l'USAID à cette nouvelle approche et leur faciliter un apprentissage mutuel que Winrock International a initié cette journée de formation. Donc au cours de cette journée, c'est d'abord, faire partager avec les participants en fait le concept, l'approche. Et comme c'est nouveau en fait, cette approche-là est nouvelle en fait au Burkina Faso. Il s'agit de regarder aussi comment cette approche-là peut être le mieux possible développée, mise en œuvre dans le contexte du Burkina Faso. Muse offre ainsi de l'eau à boire, de l'eau pour les utilisations domestiques et pour les productions prioritaires. À travers ces technologies, les communautés seront aptes à mieux affronter les effets des changements climatiques. Aujourd'hui, en fait, la formation s'intéresse de partager avec les communes et les régions, ainsi que nos partenaires, ces idées, mais de façon à ce que l'on se prépare pour partir sur le terrain et choisir les zones d'intervention, les zones géographiques, les communes, etc., d'intervention. Le programme dure 4 ans. Il devrait contribuer à améliorer l'accès durable à l'eau potable, l'assainissement et les conditions d'hygiène au Burkina Faso, au Ghana, au Mali et au Niger. On reparle de la mise en œuvre effective des centres de production télévisuelle RTB2 dans le sud-ouest et les Cascades. Autour de la question, le ministre en charge de la communication a rencontré les autorités régionales impliquées par le sujet. La sortie a permis de dresser un tableau des capacités actuelles des régions et aussi d'énumérer les besoins de financement. Yacouba Goro. Pour cette sortie dans les régions du sud-ouest et des Cascades, le ministère en charge de la communication a échangé avec les autorités régionales autour du processus de mise en œuvre effective des termes du protocole d'entente signé le 9 décembre 2011. Un protocole dont la mise en œuvre va permettre la création et l'opérationnalisation des centres de production télévisuelle dans les régions du sud-ouest et des Cascades. Depuis la signature de la convention en décembre 2011, il faut dire que nous, au niveau de la région du sud-ouest, nous étions toujours dans l'attente de voir quelles sont les dispositions qui seront prises afin que cette convention, nous puissions la concrétiser dans les meilleurs délais. Nous avons identifié un certain nombre d'actions qui doivent permettre la mise en place rapide de cette structure. Les acteurs concernés par ce processus ont été invités à l'action, à prendre des initiatives. Nous sommes tellement engagés, nous sommes plus pressés que vous d'avoir la télévision au niveau régional ici. Raison pour laquelle nous avons mis le paquet pour avoir le matériel à donner à la communication. Ces rencontres de convergence vont permettre d'élaborer un tableau exhaustif des capacités actuelles de la RTB2 du Sud-Ouest et celle des Cascades et d'énumérer les besoins de financement souhaités. Dans notre perspective de développement des médias, nous envisageons et très sérieusement faire en sorte que toutes les régions puissent disposer de moyens efficaces pour couvrir les activités de développement. Un autre point important de ces rencontres, c'est la tenue prochaine de la conférence régionale de la communication dans les différentes régions du Burkina.
Une forme de communication qui va entretenir le dialogue entre le gouvernement et les régions à travers une tribune d'échange sur les grands projets de développement. À présent, on regarde de près au secteur de la recherche au Faso. L'absence de loi d'orientation pour réglementer les activités du domaine est à ce jour une entrave pour le département. Combler le vide juridique s'est donc inscrite parmi les priorités. Une situation en passe de résolution. Un avant-projet de loi est en étude. Wendata Nathalie Kaoré. Dans un contexte où la recherche fait face aux défis de la compétition mondiale, le Burkina Faso a besoin de nouvelles dynamiques dans ce secteur. Pour y parvenir, il faut nécessairement faire sauter les verrous qui brident les initiatives des acteurs du domaine. Pour la communauté scientifique burkinabé, cela passe avant tout par l'adoption d'une réglementation claire en la matière. L'exercice de l'activité de recherche elle-même va être encadrée. La création des institutions de recherche, que ce soit des institutions nationales ou des institutions internationales, cette création va devoir répondre à des critères. Parce qu'aujourd'hui, en principe, n'importe qui peut venir au Burkina, créer une institution de recherche sur une thématique de recherche quelconque. La loi va permettre d'encadrer cela. L'avant-projet soumis pour amendement a été élaboré par un comité de 12 personnes issues des départements ministériels intervenant dans le domaine de la recherche au Burkina Faso. Dans un projet de loi, il faut toujours commencer par les dispositions générales. Donc, en plus, on intervient en donnant un certain nombre de définitions, bien sûr concernant le domaine. Et puis, bon, nous regardons effectivement les différents champs donc de la recherche scientifique, c'est-à-dire de disciplines qui doivent concerner la recherche scientifique. Et puis nous regardons aussi le cadre institutionnel. Bien sûr, il y a les questions de financement. Favoriser le développement de la recherche aujourd'hui, c'est préparer la croissance des années à venir. C'est aussi contribuer à l'avènement d'un monde plus ouvert et plus sécurisé, selon le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui a invité les participants à examiner et à analyser l'avant-projet de loi avec attention et sans complaisance. Passation de témoins au ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Désormais, c'est Jacob Ouedraogo qui occupe le poste de secrétaire général du département. Il remplace à ce poste Adama Komporé, admis à la retraite. Retour sur le film de l'installation du nouveau patron avec Ernest Kambiré. 2 signatures et voici installé le tout nouveau secrétaire général du ministère en charge de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Nommé il y a de cela quelques semaines, Jacob Ouedraogo succède à Adama Komporé, qui vient de passer près de 4 années à la tête du secrétariat général du département en charge de l'agriculture et de l'hydraulique. Je pense avoir fait le meilleur de mes moyens pour l'accompagner au mieux. Je pense quand même pour un ministère comme l'agriculture et l'hydraulique, qui a plus de 50 projets et programmes, qui a plus d'une quatorzaine de directions et plus de 7 directions, une dizaine de directions générales, la tâche est énorme. Avant d'aller faire valoir ses droits à la retraite, le secrétaire général sortant a remercié l'ensemble du personnel pour le soutien dont il a pu bénéficier tout au long de sa mission. Cadre de la DGCOP versé depuis une vingtaine d'années dans le développement rural, le nouveau secrétaire général Jacob Ouedraogo, jusqu'ici coordonnateur du PICOFA Fadan Gourmand, espère être à la hauteur des défis du ministère. Et après mon installation, je poursuis l'action que mon prédécesseur a entamée parce que le ministère a une lettre de mission sur laquelle nous devons produire des résultats pour la saison, pour la campagne. Bon. Sur ce, je continuerai sur cette lancée jusqu'à ce que nous puissions recevoir encore une autre lettre de mission du gouvernement pour notre ministère. Rester à l'écoute et donner le meilleur de lui-même pour conduire à bon port le navire agriculture et hydraulique, Jacob Ouedraogo tient désormais les clés et sa feuille de route. Voilà, et puis je vous propose de revenir une dernière fois sur les événements de Gawa. Je vous invite à écouter Madame le gouverneur de la région sur le sujet, à noter principalement son appel au calme. On écoute donc Madame le gouverneur, joint au téléphone par le directeur de la télévision, Pascal Yembouani Tombiano. Réussis à tout calmer. Les Moussi, ceux de Tonkar, tout le monde.
Hier, à pareil moment, tout était redevenu calme. La situation se normalisait. Alors donc ce matin, je suis venu au bureau, je prenais d'autres dispositions pour l'évacuation des Peuls. Je pensais, j'avais au programme aller voir la famille Mossi pour présenter mes condoléances. J'étais en train de prendre toutes les dispositions quand il m'est revenu que les jeunes Mossi sont en train de marcher sur le gouvernorat. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème, je les reçois. J'ai téléphoné immédiatement à des personnes ressources. Je les ai dépêchés auprès, je leur ai dit de partir, d'aller vous rencontrer le responsable des chefs Mossi, vivant à Gawa, pour leur dire de calmer les jeunes et de m'envoyer une délégation. Mais avant que je n'aie la réponse, les jeunes étaient au gouvernorat. Ils étaient peut-être 200, ils étaient peut-être 300, sinon plus. Le gouvernorat était noir de monde. Alors on est venu m'informer, j'ai dit il n'y a aucun problème. J'entendais les cris, on veut voir le gouverneur, on en a assez, on nous égorge, nous sommes victimes de trop d'exactions, le gouverneur laisse faire, on en a assez. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème, c'est le gouverneur qu'ils veulent, le gouverneur sort. Ma sécurité a voulu m'empêcher, j'ai insisté. Et ils voulaient fermer les portes. J'ai dit si vous fermez les portes, là, tel que je vois la foule surexcitée, vous fermez les portes, ils vont défoncer les portes, ils vont mettre le feu. Laissez-moi sortir. J'ai insisté. Je suis sortie. Mais je n'ai même pas pu mettre le pied dehors. Je suis sortie de mon bureau et juste j'ai été accueillie par des injures, par des insultes, par des grossièretés. J'ai été accueillie par une foule en colère. Ceux qui étaient devant, on en a assez. Et honnêtement, certains ont voulu me mettre la main dessus. J'ai pu éviter. Il y a un qui a lapidé les vitres, qui a brisé les vitres de mon bureau, cassé les vitres du secrétariat général, blessé une des secrétaires. Heureusement, c'est pas grave. Alors, j'ai tout fait pour sortir, la sécurité a refusé. Entre-temps, les forces de l'ordre sont arrivées parce que je les avais déployées à d'autres niveaux. Ils sont revenus, ils les ont fait partir à coups de gaz lacrymogène. Alors, nous avons continué calmement notre travail au bureau. Et sur ces fêtes, la communauté Mossi a dépêché une délégation pour venir me demander pardon. Ils disent qu'ils ne pouvaient pas prévoir cela, qu'ils ont réussi, parce que le matin c'était impossible. Ce soir, on m'a fait part de 6 blessés à l'hôpital, toutes catégories confondues, légers comme graves. On m'a parlé de 2 morts. Et puis, c'est demain, ils m'ont dit, c'est demain, ils peuvent faire le bilan et choses matérielles, le bilan des dégâts matériels. Et pour ce qui concerne les Peuls, en fin de matinée, on m'a annoncé 47 Peuls que j'ai fait mettre en sécurité. Ce soir, j'ai demandé, ils sont 111 que je dois mettre en sécurité. Alors nous sommes confrontés à certains problèmes. J'ai saisi le MATDS régulièrement qui, demain, je crois qu'ils vont m'envoyer ce qu'il faut pour me permettre d'évacuer ces Peuls. D'accord. Et vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Parce que je suis croyante. Ce sont des événements de la vie. Ce sont des épreuves de la vie. Et je me dis, ça va se passer. Hier, par exemple, on avait réussi à tout calmer. N'eût été le mouvement, l'agression de ce matin au gouvernorat, la situation était redevenue calme hier. J'ai rendu compte à ma hiérarchie. Ce matin, j'ai appelé toutes les forces de sécurité. J'ai rendu compte à ma hiérarchie. Et voilà que ces jeunes sont venus. Il m'est revenu que c'était des orpailleurs, que certains groupuscules se disant jeunes Mossi avaient appelé à la rescousse, qui sont venus, qui n'entendent rien, qui ne veulent rien savoir. Quel appel vous auriez à lancer à l'ensemble des populations de la région? Le calme. C'est ce que j'ai fait. J'avais déjà lancé cet appel qui avait été enregistré hier matin avant que je n'aille à la réunion. J'appelle toute la population, l'ensemble de la population au calme et à la retenue. Je leur demande de faire foi en Dieu, de faire confiance aux forces de sécurité, à la justice de notre pays et de nous aider à trouver toutes les pistes nécessaires
qui puisse nous amener, qui puisse nous guider vers l'aboutissement de ce dossier. Je m'engage à poursuivre personnellement ce dossier. Je demande à tout le monde de contribuer, qui, avec quelques informations, qui, en nous donnant des pistes, etc. Je demande à tout le monde de contribuer. Parce que cette situation, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Voilà donc pour la situation à Gawa dans la région du centre-sud. Vous aurez donc écouté Madame le gouverneur qui appelle donc au calme et vivement donc que son appel soit entendu. Et puis la suite du journal, c'est un nouveau souffle pour le secteur des infrastructures et de l'aménagement. La promotion 2011 de l'école de formation des travaux publics est sur le terrain. Elle compte plus de 200 spécialistes. On revient sur la cérémonie officielle de sortie de cette promotion dont le slogan se veut engagé, bâtir ensemble dans l'éthique et la déontologie. Adama Koulibaly. 263 lauréats, dont des techniciens supérieurs en génie civil, des techniciens supérieurs en aménagement foncier, des agents techniques en génie civil et des conducteurs polyvalents d'engins. Voici la cuvée 2012 de l'école de formation et de perfectionnement des travaux publics. Cette promotion vient ainsi renforcer le capital humain en matière de construction et d'habitat au Burkina Faso. Je pense que c'est vraiment une cuvée importante pour le secteur du BTP. Comme vous le savez, c'est un secteur qui demande beaucoup de disponibilité en termes de personnel. C'est un secteur où la rigueur du métier, la rigueur dans la mise en œuvre des chantiers suppose une qualification professionnelle importante et intense donc, de l'ensemble des acteurs de mise en œuvre. Après 2 ans de dur labeur, ces lauréats issus du secteur public comme du privé se disent confiants pour l'avenir. J'envisage ma carrière avec beaucoup de succès en tout cas. Et j'espère que ma carrière sera assez bénéfique. J'espère d'abord pouvoir être engagée. Et dans ça, bon, comme le Burkina Faso est un pays actuellement qui se développe, donc j'espère pouvoir apporter ma touche. Bâtir ensemble dans l'éthique et la déontologie, c'est le nom de baptême que le responsable du cabinet Becotex a donné à ses filleuls. Un technicien doit toujours travailler et à partager ses connaissances avec les autres. C'est en cela qu'on peut s'enrichir, c'est en cela qu'on peut s'élever. En 37 ans d'existence, l'école de formation et de perfectionnement des travaux publics a formé des milliers de techniciens en génie civil et projette ouvrir un cycle ingénieur à la rentrée prochaine. Très tôt, ils ont affronté la dure loi de la vie dans la rue. Aujourd'hui, c'est dans le rétroviseur qui regarde cette vie. Pour ces 15 jeunes qui viennent de finir des formations pratiques aussi, une nouvelle voie se présente, prendre leur vie en main. C'est l'Association pour la solidarité et le développement qui a eu l'initiative. La fin de la formation est sanctionnée de remise de kits d'installation. De Bogandé, le reportage est de Étienne Bassenga. Il a fallu 4 ans à ces jeunes pour être formés au métier de leur choix. Au nombre de 15 ans, ils reçoivent ici leur diplôme, leur kit d'installation et un fonds de roulement de 70 000 francs CFA. L'initiative est de l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes, appuyée par Fonds Enfants. À travers cette action, cette association veut contribuer à réduire le chômage dans la région de l'Est du Burkina Faso. Je remercie à tous ceux qui nous ont aidés. Que Dieu les rende heureuses, car nous sommes très contentes d'eux. Un élan de solidarité fort bien apprécié par le parrain de la cérémonie qui, en plus d'un vélo offert à chacun de ces jeunes, a manifesté sa volonté à toujours accompagner l'association. J'ai toujours dit que qui mieux que les jeunes peuvent carrément trouver des solutions aux problèmes des jeunes. Et je suis jeune et je l'ai toujours dit, je ne ménagerai aucun effort pour appuyer toutes les initiatives tendant à l'épanouissement de la jeunesse. Si telle initiative venait à être organisée, et je pense que j'apporterai ma pierre, ma contribution, modeste soit-elle, pour apporter chose pour soutenir mes jeunes frères. L'association pour la solidarité et le développement ne veut pas s'arrêter à cette action et elle espère avoir les ressources nécessaires pour encore retirer d'autres jeunes de la rue. La vie sociopolitique du Burkina vue par la jeunesse, de l'organisation des festivités du 11 décembre à la médiation burkinabé dans la crise malienne, tout y passe. La rencontre se tient à l'appel du mouvement populaire des jeunes. Il s'agit d'intéresser la frange jeune du pays à la vie sociopolitique de la nation. Boukari Ouedraogo.
3 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de cette conférence de presse initiée par le Mouvement populaire des jeunes, MPJ. Le choix du système biométrique qui par ailleurs a été salué par le MPJ car permet de consolider la démocratie et assurer la transparence et l'équité dans l'aboutissement des échéances électorales. Cependant, au vu de certaines difficultés rencontrées lors du processus d'enrôlement démarré le 1er juin dernier, le MPJ souhaite un prolongement de 2 semaines afin de permettre à bon nombre de Burkinabés d'accomplir ce devoir citoyen. Le mode opératoire des élections proposé par la Commission électorale nationale indépendante a également été mis en cause car pour le MPJ, 500 électeurs dans un bureau de vote face à 2 urnes et 2 bulletins, mathématiquement cela ne pourrait se faire entre seulement 6h et 18h. Nous proposons qu'il faut soit on maintient les 2 urnes et les 2 bulletins, mais qu'on aille à 48 heures. Un autre point et non des moindres, celui des festivités du 11 décembre prochain à Koudougou, où plus de 15 milliards de francs CFA seront investis pour le renouveau de la cité du Cavalier Rouge. Le mouvement populaire des jeunes estime que le gouvernement burkinabé, toujours dans cette dynamique du 11 décembre, devrait inscrire la reprise de Fasotex, ex-Fasofani, qui atteint un investissement à hauteur de 5 milliards de francs CFA pour le démarrage de ses activités. L'actualité internationale s'est aussi invitée aux échanges, notamment la crise malienne où le MPJ prône la solution négociée en lieu et place de l'option militaire qui, somme toute, pourrait avoir des conséquences pour le Burkina Faso. Les risques de dérapage sont réels, mais l'apport des jeux de hasard est indispensable. C'est donc vers la réglementation que se tournent les pays africains en premier recours. C'est la recommandation principale de la rencontre de formation des cadres de l'Association africaine des loteries d'État, le point de Nicolas Zigani. Ce séminaire s'achève sur une note de satisfaction pour les participants. Des discussions franches et ouvertes ont permis aux séminaristes de comprendre la pertinence du thème. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de cadre juridique pour les loteries dans mon pays d'origine et nous allons apporter notre expérience qu'on a pris d'ici pour la mise sur pied de ce cadre-là. Ce séminaire nous apporte l'opportunité de jeter un regard et d'apporter les correctifs nécessaires. Les participants ont formulé des recommandations qui seront soumises à l'appréciation des autorités des États membres de l'Association africaine des loteries d'État pour une meilleure prise en compte du secteur privé. Nos législations avaient été faites beaucoup plus pour les sociétés d'État. Et donc, il est bon que nos autorités commencent à prendre conscience qu'il faut faire une réglementation désormais qui s'adapte à l'évolution du secteur en prenant en compte le facteur nouveau qui est l'introduction dans le secteur des privés. Ce cadre de formation marque un nouveau départ pour l'Association africaine des loteries d'État qui tient à créer de solides liens de solidarité entre les États membres pour assainir le secteur des jeux de hasard. Et puis la Loterie nationale du Burkina qui apporte sa contribution pour la reforestation du parc national urbain Bangrewego. Les agents de la Maison de la Chance y ont planté près de 1000 pieds d'espèces locales. L'objectif est de faire du parc un endroit plus convivial pour les populations de la ville. Nyarkiteda. C'est la directrice générale de la LONABE, la Loterie nationale du Burkina, qui a donné le coup d'envoi en plantant un baobab. Et c'est parti pour cette séance de reboisement de 1000 espèces locales au parc Bangrewego de Ouagadougou. La Maison de la Chance, par cette activité, entend jouer pleinement sa partition pour une régénération du parc afin de le rendre encore plus convivial. Nous avons choisi ce site-là pour un peu en faire le site de la LONABE où nos parieurs pourront donc venir se récréer. Parce que nous avons envie de faire de cet espace qui nous a été donc offert pour la plantation, en faire vraiment un lieu convivial. Cette séance de plantation d'arbres des agents de la LONABE a mobilisé leurs collègues des 6 pays d'Afrique, membres de l'Association africaine des loteries d'État. Il s'agit du Togo, du Sénégal, du Niger, du Mali, du Congo-Brazzaville et de la Côte d'Ivoire. C'est un acte de solidarité avec notre collègue et ami du Burkina, de la LONABE. C'est un acte fort que nous avons voulu poser dans le cadre de l'ALE
c'est surtout la volonté de contribuer à la restauration de l'environnement. Planter un arbre. Et je suis convaincu qu'il y a des espèces dans ce parc-là qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Chaque pays a planté au moins un arbre et le souhait du directeur général du parc Bangrewego de Ouagadougou que ces plants mis en terre soient bien entretenus car ils participent à l'enrichissement et à la reforestation naturelle du parc. Sur ce thé-là, on compte aussi la contribution du ministère des Droits humains et de la promotion civique. Les travailleurs de ce département, eux, ont choisi la forêt communale de Saba. Ils y ont planté quelques espèces d'arbres de chez nous et d'ailleurs. Le point avec Nathalie Kaoré. Les agents du ministère des Droits humains et de la promotion civique ont planté 500 espèces composées essentiellement d'acacias et de néré. Pour le premier responsable du département, c'est un acte plus que nécessaire dans la mesure où le reboisement permet aux citoyens de réparer ce qu'ils ont eux-mêmes contribué à détruire. Les droits humains se conjuguent avec les droits de la nature. L'homme est d'abord un produit de la nature. Sauvegarder la nature, c'est sauver les hommes. Et sauver même les animaux, c'est sauver les hommes. Donc en tant que produit de la nature, en tant qu'espèce de la nature, nous devrions travailler à vivre en bonne synergie avec cette nature. Le reboisement s'est effectué sur un terrain dont les bordures sont caractérisées par les stigmates causés par l'action de l'homme sur la nature. Et pour la sauvegarde des arbres qui viennent d'être plantés, les autorités communales promettent de prendre des mesures adéquates. Notre souhait est que cette forêt soit clôturée. Ce sera la meilleure protection pour toujours. Voilà. Donc le conseil municipal va travailler aussi en cela, certainement avec les partenaires de la commune. À la fin du reboisement, le ministre en charge de la promotion civique a été témoin d'un cas de civisme et a dû intervenir pour calmer les esprits. Il s'agit du chauffeur de ce camion de ramassage de sable qui, interpellé par un agent de sécurité, a d'abord refusé d'obtempérer avant de mobiliser en un temps record les villageois pour en découdre avec le policier municipal. Heureusement, la présence et l'intervention de Albert Ouedraogo ont permis d'éviter une situation regrettable. La fête de l'Assomption à Koussana, à Koudougou, diocèse de Koudougou donc, à l'image des autres fidèles catholiques, ceux de cette localité ont célébré hier la Vierge Marie. C'était au centre spirituel Notre-Dame de l'Assomption. La journée a été marquée par des activités spirituelles et récréatives. Le point est du sieur Sylvestre Da. Ambiance de fête au centre spirituel Notre-Dame de l'Assomption de Koussana, dans le diocèse de Koudougou. À travers prières et chants, louanges et adorations, pas de danse, les chrétiens ont commémoré le 15 août avènement de la montée de la Vierge Marie aux cieux selon la foi chrétienne. Une célébration qui marque également les 25 années d'existence du centre. Le village de Koussana a choisi la Sainte Vierge comme protectrice de son centre. Et c'est pour cela que tous les 15 août, c'est une grande fête dans le village de Koussana. Donc c'est la fête patronale de l'église de Koussana. Cette fête en l'honneur de Marie, célébrée en grande pompe chaque année dans les villages de Koussana, est un grand moment de retrouvailles entre les ressortissants venus de divers horizons. Et cette année, le centre spirituel accueille deux religieux natifs du village, le frère Georges Sondo et l'abbé Roger Kwanda, qui a célébré à l'occasion la messe d'Action de grâce. Tout un symbole. Ça représente une très grande joie, c'est-à-dire la synthèse de plusieurs années de combativité, plusieurs années de don de soi au Seigneur. Après mes vœux, je suis revenu à ma source. Je suis revenu dans ma famille pour qu'ensemble nous chantons les merveilles de Dieu. Nous disons merci, nous chantons le Magnificat avec Maman Marie. L'Assomption, c'est aussi pour les chrétiens un grand moment de communion avec la Vierge Marie. Ceux interrogés confient dans l'ensemble avoir prié pour la préservation de la cohésion sociale dans leur communauté et dans tout le Burkina. Ils ont aussi imploré l'intercession de Marie auprès de Dieu pour la réalisation de leurs prières personnelles. Tous ont émis le vœu de voir Koussana érigé très prochainement en paroisse. L'événement Une journée dans la parole marque sa 6e édition. C'est une initiative de la structure nommée Ministère évangélique de puissance, dont le fondateur est le bishop Claver Amego. À ce rendez-vous, l'objectif était de partager la parole de Dieu à travers louanges et adorations. La journée a connu la participation d'orateurs venus du Burkina et du Ghana. Yolande Lompo.
C'est une journée de la parole organisée par le ministère évangélique de Puissance MCC. Une 6e édition du genre qui a fait la part belle à la louange, à l'adoration et à l'évangélisation. Cette 6e édition représente un peu pour nous la maturité, c'est-à-dire l'évolution quand même dans la vie des ministères. Et la particularité de cette journée dans la parole, c'est que nous avons décidé de recevoir des anciens, des gens qui ont quand même une expérience. C'est pour cette raison que nous l'avons mis sous le haut parrainage de son Excellence Zongo Tertus et comme orateur principal, le pasteur Samuel Yamego. Nous avons aussi invité un homme de Dieu qui a une longue expérience dans le ministère, c'est le pasteur Sam Monté qui nous vient de la Côte d'Ivoire, mais il est ghanéen. Tout au long de cette journée, 4 orateurs du monde évangélique ont tenté d'impacter positivement la vie des participants à travers des messages édifiants. Le centre de cette manifestation, c'est la sagesse. Je crois que chacun de nous, ce que nous recherchons dans la vie, c'est la sagesse. Le roi Salomon, quand Dieu lui avait dit de demander tout ce qu'il veut, il a dit à Dieu, il veut la sagesse. Et je crois que nous avons besoin de la